Présence à cette conférence qui aura pour titre SIG 3D, des propriétés physiques de surface du territoire montréalais. Cette conférence sera présentée par M. Richard Mongeau de la Ville de Montréal, qui vous présentera également un de ses collègues par la suite. Bon, M. Mongeau est arpenteur géomètre, chef de l'équipe de la géodésie, cartographie et des levées spéciaux à la division de la géomatique de la Ville de Montréal. Ces activités portent principalement sur la cartographie 2D, 3D du territoire par captage photogrammétrique et télédétection, et sur les mesurages avec les instruments d'arpentage et scanners de grande précision. L'établissement d'une infrastructure géomatique 3D avec éthique associée a fait la renommée de son équipe. Petit rappel, formez vos sonneries de téléphone cellulaire, s'il vous plaît. En arrière, il y a du café et des choses à manger ou de l'eau. Là, c'est la dernière conférence dans cette salle. Ça va peut-être déborder, mais ceux qui devront quitter pour d'autres conférences pourraient quitter là, sans problème. Donc, je laisse M. Mongeau prendre la parole. Donc, gênez-vous pas, 11h30. Ceux qui voudront quitter, ça me déçoit pas. Je vais vivre avec. Moi puis François, on est des collaborateurs depuis des années. Tantôt, il se présentait comme mon frère. Moi, j'aurais dit plutôt lui, mon père, parce qu'il m'a enseigné à l'université au début des années 80, la télédétection. Nos chemins se sont recroisés des années plus tard. Puis depuis à peu près 10 ans, on est sur un gros projet. Cartographie, îlots de chaleur, microparticules, matériaux de surface, etc. C'est ça qu'on vient vous présenter. La dernière conférence qu'on a donnée, c'était sur l'acquisition et le traitement. Puis aujourd'hui, je vais vous montrer, on est rendu à publier des cartes, des systèmes d'information géographique. Fait que François est professeur titulaire au département de géographie de l'Université de Montréal. Il y a un laboratoire de recherche en télédétection. Il a fait son doctorat à l'Université Laval. Il a enseigné un peu en télédétection. Après ça, il était au Centre canadien de télédétection avant de créer le laboratoire à l'Université de Montréal. Fait que François, il faut le dire aujourd'hui, là, c'est quelqu'un d'important. C'est un VIP. VIP. Fait que c'est ton tour VIP. Viens montrer ce que tu fais. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci à Richard de vouloir m'inviter. Je ne suis pas très habile avec la censure. On va essayer, on va arriver. Bon, là, ma présentation aujourd'hui, c'est vous montrer qu'est-ce qu'on a fait comme contribution à ce qu'on appelle l'Observatoire spatial urbain. C'était l'idée qu'on développe un petit peu avec Richard. Donc, c'est un système géomatique, puis nous, notre idée, c'est de ce système-là serait dédié au suivi de l'environnement physique des milieux urbains. Et sa particularité, c'est qu'il n'intégrera pas seulement des données géospatiales comme on a l'habitude, mais aussi des données, il digérerait ces systèmes-là, des données de télédétection à toute échelle, qui est disponible pour les... Ouais, à me mal manger. Donc, ces systèmes-là, selon les dernières nouvelles, on les développe à la Ville de Montréal. Et il y a la collaboration, à part l'Université de Montréal, bien sûr, il y a l'Université du Québec à Montréal, monsieur le professeur Yves Baudouin, qui travaille depuis longtemps avec la ville, ainsi que ces dernières années, il y a Environnement Canada qui nous aide et contribue aussi au développement. Et je n'ai pas remarqué là, mais les derniers projets qu'on a avec l'Agence spatiale, il y a aussi Santé Canada qui s'intéresse aux transmissions de maladies par des moustiques, donc s'intéresse à localiser dans la ville les endroits où il y a la possibilité qu'il y ait des moustiques qui se présentent et donc de la vulnérabilité de la population. Donc l'idée, c'est d'aller vers l'environnement et la santé. L'accent est mis sur 3 thématiques. Donc la pollution atmosphérique, les îlots de chaleur intra-urbains
et les propriétés physiques des matériaux de surface. À quoi ça peut servir? Quels sont les buts? C'est-à-dire les informations qu'on générera, ils permettent d'identifier les situations problématiques en termes de pollution atmosphérique et des îlots de chaleur dans la ville, à travers la ville, et échafauder des scénarios d'aménagement, par exemple les mesures par la plantation d'arbres, etc., qu'on peut faire des mesures de mitigation des effets. Et finalement, à plus long terme, évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation. Donc, si on les voit comme ça de façon schématique, donc on a l'observatoire urbain qui contient des informations sur les particules, les matériaux de surface et les îlots de chaleur. Donc, la ville de Montréal, ça peut servir de ces informations-là pour ces mesures d'urgence à cas de chaleur extrême, les différentes divisions, les mesures de mitigation, le schéma d'aménagement, mais même l'ingénierie, si on pense aux matériaux imperméables, etc., et le ruissellement, et les inondations, la direction de santé publique des impacts sur la santé, les interventions possibles, et finalement, Environnement Canada pourrait utiliser ces informations-là, qui sont très précises sur l'environnement physique, pour prévoir la veille des canicules, la qualité de l'air, la chaleur accablante, avec leur modèle qui se base sur des paramètres physiques de l'environnement urbain. Donc, les systèmes, comment on voit, Richard va vous montrer beaucoup d'exemples de 3D, mais l'idée c'est de pouvoir visualiser, analyser des données, que ce soit en 2D ou en 3D. Et finalement, une idée, c'est d'arriver à un portail où ces informations-là, ici c'est comme une idée présentée, où les différentes informations seront disponibles au grand public. Donc moi, ce que je veux vous montrer, les objectifs spécifiques, je passe à vite pour laisser la place plus vite à... L'idée de base, quand on a commencé ce projet-là, c'est de développer toute la structure, les algorithmes, toute la structure informatique qui puisse nous aider à aller localiser les endroits les plus propices pour la formation des îlots de chaleur. Ici, je vais vous dire quelque chose, il y a une, comment on pourrait dire là, il y a des différences d'opinion. C'est-à-dire, plusieurs considèrent les îlots de chaleur des places où la température de surface est très élevée par rapport au milieu environnant et donc considèrent ça comme un îlot de chaleur. Et puis il y en a d'autres qui considèrent des îlots de chaleur là où la température de l'air est plus élevée. Donc il y a une différence entre les deux. Et puis nous, comme je vais vous montrer, on essaie de montrer les deux aspects des îlots de chaleur. Et puis après ça, c'est les particules atmosphériques. Donc comment utiliser les données de détection pour aller chercher l'information sur les microparticules. Et puis après, le dernier, c'est la cartographie, l'extraction d'informations des images satellites ou des images aéroportées, des données sur les matériaux de surface. Là où on est rendu, c'est-à-dire notre contribution, c'était surtout de développer des algorithmes pour le traitement des données. Et donc, ici, on a, pour le volet des îlots de chaleur, on a développé des algorithmes pour travailler avec des données aéroportées, surtout ces dernières années, faire les corrections avec des corrections atmosphériques. Et puis là, maintenant, on est rendu ici, où il y a quelques tests préliminaires, c'est-à-dire voir la qualité d'estimation de température, puis aussi la liaison entre température de surface et température de l'air. Dans le cas de pollution atmosphérique, nous sommes en train de développer les procédures avec les données aéroportées pour aller chercher à partir des paramètres optiques de l'atmosphère, chercher la charge en microparticules de l'atmosphère. Donc ce qu'on appelle le PM 2.5, les matières particulières de 2.5 microns et plus petites, qui causent le plus de dommages à la population, cardiovasculaire et pulmonaire, et un paramètre optique qu'on peut aller chercher par les images satellites. Et finalement, on a, Richard il m'a pas lâché, ils ont développé des choses faites, inertie thermique, émissivité, tout ça, on l'a sorti cette année.
Et je vais vous montrer quelques exemples. Pour ceux qui n'ont pas assisté peut-être il y a quelques années au survol 2016, on a fait survoler le territoire en août 2016 et début septembre par la compagnie AI-13 de Calgary avec le capteur Cassie qui couvre à 86 bandes. On a couvert la partie optique, la partie solaire et avec 32 bandes la partie thermique. On avait aussi une série de points au sol, des hobos pour mesurer la température de l'air, des high buttons pour les températures du sol, etc. Du sol, ainsi de suite. Là, c'est les différentes installations que c'est faites par la ville de Montréal. Et donc, la première étape, c'était de prendre les images thermiques, les images de thermographie, et appliquer un algorithme qui s'appelle séparation d'émissivité de température. Et donc, on a sorti les températures de surface et les émissivités qui décrit la capacité d'une surface d'émettre du rayonnement selon sa température interne. Donc, il y a des objets qui restituent beaucoup de rayonnement en fonction de la température, d'autres moins, etc. Donc, ça veut dire qu'un objet qui restitue moins la température que un rayonnement, ce qui a été absorbé par le soleil, ça veut dire qu'il demeure beaucoup plus chaud pendant plusieurs heures. Donc, il maintient la présence probablement des îlots de chaleur de surface. Donc, on a appliqué des corrections atmosphériques. Ici, on voit à gauche, sans correction atmosphérique, les images, ça allait de 22 à 60 degrés Celsius. Avec correction atmosphérique, ils sont partis à 21 à 66 degrés. Et on voit que on a un petit peu amélioré surtout les plus hautes valeurs avec ces corrections atmosphériques, donc qui peuvent atteindre des différences d'à peu près 10 degrés, un peu moins. Après ça c'est M. Fontaine qui travaille maintenant comme contractuel avec la ville, qui a produit ces cartes de jour et de nuit, l'arrondissement Ville-Marie. Ici, on a produit aussi à partir de données l'albédo. Donc ici, je vous montre qu'est-ce que les images satellites actuellement nous permettent à 30 mètres de résolution de créer comme image d'albédo, et avec le Landsat qui a plusieurs bandes spectrales dans la partie solaire. Et juste ces petites parties-là ici, on voit les détails qu'on observe à côté, l'albédo. Ça, c'est l'émissivité. Ici, je vous montre qu'est-ce qui existe comme produit actuellement offert par les Land Surface Emissivity Database. C'est les Américains qui ont produit ça à partir d'un satellite qui s'appelle Aster, de thermique. Et puis, voyez-vous, qu'est-ce qu'on a comme celle données sur l'émissivité de surface. Et nous, avec les images, le survol, on a créé une information beaucoup plus riche qui nous permet, par exemple ici, de voir c'est quoi les mauvais émetteurs de rayonnement, de transformation de température de surface en rayonnement. Donc, ce qui demeure beaucoup plus chaud pendant la journée. Et on voit que ce type-là de pavé uni, c'est mauvais. C'est un mauvais émetteur. Donc, quelqu'un qui a cette base de données pourrait chercher, voir où sont les mauvais émetteurs, quels sont les matériaux qu'il ne faut pas utiliser pour mitiger l'effet des îlots de chaleur avec des plages comme ça, très exposées sans végétation. Donc, il y a beaucoup d'applications. Ici, finalement, on a fait aussi ce qu'on appelle l'inertie thermique, c'est-à-dire la résistance des matériaux de changer sa température. Sa température, donc plus ce matériau est résistant, ça veut dire plus il maintient sa température longtemps. Et comme on voit comment ça s'appelle, à votre droite, l'eau du fleuve,
il apparaît en blanc, ça veut dire qu'il est très résistant. L'eau, c'est la matière la plus résistante au changement de température. Donc, s'il s'échauffe, il va rester chaud pendant longtemps. Et, par contre, il y a d'autres matériaux qui s'apparaissent à des tonalités jaunâtres, orangeâtres. C'est des objets qui vont se refroidir plus rapidement dans le temps. Et finalement, on est en train de regarder avec l'étudiante de voir si on peut un petit peu travailler sur la reconnaissance des matériaux à partir des images CASI que vous voyez ici, qu'on voit là un essai pour sortir tous les éléments qui de surface bétonnée. Et donc, quelqu'un pourrait construire une carte de perméabilité des surfaces pour les gens qui travaillent en hydrologie. Bon, ben moi, Richard, j'ai fini. C'est à toi. Aux gens qui travaillent avec moi, vous devriez être dans ma tête parce que vous verriez ce qu'on ferait au cours des prochaines années. Puis le matin, je suis relativement en forme. Là, on est 11 heures, c'est pas si pire. Fait que François, quand il est venu me voir quelques années avec Yves Baudouin, c'est ça qu'il avait idée comme projet pour l'Observatoire spatial urbain. Ce qu'on fait à la ville, là, avec mon équipe puis des collaborateurs, c'est une infrastructure géospatiale 2D, 3D. Je vous envoie un exemple. Pour moi, là, la saisie du territoire, que ce soit de précision centimétrique ou décimétrique, ça sert à représenter le territoire, un degré de précision et un niveau de détail. Donc, l'infra, il faut que ça serve aussi pour d'autres thèmes. Fait que moi, je transforme les cercles de François, là, je prends sa pollution atmosphérique, je la grimpe en haut, où elle doit être. À côté des îlots de chaleur, je mets les îlots de fraîcheur. Puis, on a une problématique de ruissellement des eaux de surface à la ville importante, quand il y a des pluies abondantes. Fait que là, je mets ça juste en dessous, parce qu'il y a un lien, hein? Pour mitiguer les îlots de chaleur, c'est les îlots de fraîcheur. Pour les problématiques de ruissellement, les arbres servent beaucoup à atténuer les ruissellements importants. Puis, il faut connaître les matériaux. Les matériaux viennent agir sur l'ensemble des trois éléments du bas. Puis tout ça dans une infrastructure géospatiale 2D, 3D, en sursol, en surface, puis en sous-sol. Fait comme dit Simon Vidal, anciennement dans mon équipe, mon confrère Simon Vidal aujourd'hui, tout est dans tout. Tous les projets sont dans le monde 3D. Je vais les citer. L'îlot de fraîcheur. Fait qu'on a un autre collaborateur à la ville avec qui on travaille depuis quelques années. On a repris contact dernièrement, Benoît Saint-Onge de l'UQAM. Puis on a employé la méthode Benoît au cours des années pour faire la canopée avec des données 2011, avec des données 2015. Fait que Benoît, lui, il se servait du LIDAR pour faire un modèle numérique de surface, un MNT, un modèle numérique d'élévation, puis il allait chercher le verdissement dans des imageries multispectrales. Puis là, on reprend contact parce qu'il a développé et amélioré son processus de traitement des données. Il nous a demandé de pixeliser à 50 cm. Avec un logiciel qu'il a développé qui s'appelle Sigma, il est capable de nous générer des cercles pour chacun des arbres isolés. Naturellement, les arbres regroupés, les arbres emboisés causent certains problèmes d'exactitude, mais on a quand même des données intéressantes de positionnement, de couronne, de hauteur, la cime. Puis on a aussi la différence entre la cime puis la couronne, le V externe. Actuellement, là, on a commencé à traiter ces données-là. Puis là, on est rendu à produire des validations dans des secteurs types qu'on suit avec les gens des parcs depuis des années. Fait qu'on a 5 secteurs types à la ville, plus le jardin botanique. Puis on est rendu à déterminer l'efficacité de cette méthode-là de modélisation. Fait que ça donne un peu ça, là. À droite, là, c'est une donnée pixelisée qu'on va transformer avec des cercles. Puis on doit automatiser le processus parce qu'on a 500 km² de territoire à couvrir. Sur la gauche, vous voyez une géométrie 3D des arbres tirée du nuage de points. Puis là, il y a un stage universitaire qui se fait au parc pour essayer de déterminer, à partir de la géométrie des arbres, l'espèce des arbres. Fait que Benoît, il a fait ça au Nouveau-Brunswick. Il a travaillé sur environ 16 espèces. À la ville, là,
on prend le protocole, mais en milieu urbain, puis vous savez qu'il y a toutes sortes d'arbres à la ville, touchés par les événements du milieu urbain, c'est-à-dire les arbres sont coupés, Hydro-Québec les malmène un peu, fait que le défi est d'autant plus important. On génère quoi avec ça? On génère des positionnements d'objets, des couronnes, puis pourquoi pas des objets géométriques 3D. Fait qu'on a, vous voyez la couronne, la cime, on fait un ellipsoïde. Le problème de l'ellipsoïde, là, c'est que en dessous de l'arbre, on n'a pas rien pour normalement venir mesurer. Mais notre lidar aérien de 2015, il n'y avait pas de feuilles. Fait qu'on voit les points, là, les derniers points près du sol, on s'en sert pour aller faire un deuxième ellipsoïde, pour fermer notre géométrie 3D. Fait que ça, c'est le projet des îlots de fraîcheur qu'on fait avancer le plus rapidement possible en ce moment, en parallèle des îlots de chaleur. Fait que là, vous avez vu les données que François a parlé tantôt, les traitements qu'on en a fait. Puis moi, je suis arpenteur géomètre. Fait que je suis un gars borné. Borné sur qualifier la donnée, la contrôler, la documenter. C'est ma profession. Donc, on avait un souci de positionnement des objets dans l'espace. On s'est assuré que l'avion soit bien positionné en GPS, MA d'RTK. On a mis des contrôles terrain. Puis on a mis des contrôles thermiques sur le territoire pour s'assurer que ce qu'on mesurait était à une certaine précision ou inexactitude. Dans le temps, il faisait des cartes, l'ENSAT, puis il marquait dans les échelles de chaleur 15,025 degrés. J'ai dit, c'est pas vrai qu'ils sont au centième millième de degré. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a mis des contrôleurs au demi-degré d'exactitude, puis on a contrôlé les températures, puis on est arrivé à plus ou moins 3 degrés entre l'imagerie corrigée, là, puis nos contrôles. De la même façon, on avait un problème de positionnement. Comment m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur systématique dans le positionnement des objets? La piste, elle venait de Bastien, puis tu l'as dit tantôt, c'est les surfaces d'eau. Les surfaces d'eau, fait qu'on ne voyait pas facilement nos contrôles dans les données thermiques. Fait qu'on a pris les cimes municipales, on a localisé des coins, on a été voir dans les données, puis on a pu dire l'exactitude de positionnement. Donc, on a fait corriger géométriquement la donnée pour la mettre en 3D à partir d'un modèle numérique de surface LIDAR. C'est ça qu'on nous demandait, puis on avait un très bon à la ville. Malheureusement, ça laisse des traces. Je vais vous montrer ça bientôt. Donc, l'arpenteur géomètre, lui, pour nous autres, la protection du public, il faut bien informer les gens, il faut bien positionner l'objet dans l'espace. C'est notre job, c'est une obligation par rapport à notre profession. Correction atmosphérique, ça peut aller jusqu'à 10 degrés. Utiliser le code Motran pour les données TASI. Puis là, on a investigué les erreurs que ça amenait par rapport au traitement et aux résultats. Puis on a pris des choix de publier des données corrigées le jour, mais pas en ce moment corrigées la nuit. Parce qu'une fois qu'un arpenteur géomètre prend conscience qu'il y a des erreurs dans des données, il faut chercher un moyen de corriger les données. Fait que si c'est possible, on fait l'exercice. Mais l'exercice nous a pris un an. L'année passée, on était prêt à publier, puis on a constaté ces erreurs-là pour les degrés élevés, certains toits, certains types de matériaux. Puis on a parti le processus, puis on a mis en place là, des traitements pour chacun des pixels sur 500 km², 2 mètres le jour, 1 mètre la nuit. Donc, ça donne quoi? Des températures de surface de jour, de nuit, de l'albédo, l'inertie thermique, une précision d'exactitude de 3 degrés. On est rendu à la représentation. François vous en a montré un peu tantôt, en 2D, en 3D avec des légendes. En 3D, c'est très particulier, ça devient très lourd, très rapidement à diffuser. Donc, on travaille par secteur d'intervention. Les PPU, c'est les programmes particuliers d'urbanisme. PDUS, programme de développement urbain, économie sociale, les grands projets. Donc, à la ville, on travaille souvent en projets limités. Fait que ça donne l'opportunité, lorsqu'on est dans un milieu urbain hautement densifié, de faire des belles représentations 3D utiles. Puis, l'arpenteur géomètre, bien là, il faut avertir quand l'usage pourrait être inapproprié. C'est une des doctrines que nous avons. Puis, moi, je suis un vieux bonhomme qui suit les doctrines. Fait qu'on doit valider l'intégrité de la donnée aussi, puis faire les mises en garde sur les limitations, les choses imprécises. Un exemple, vous voyez la limitation. Bien, déjà, en 2D, à gauche, là, c'est la place des festivals, le complexe des jardins. Mais vous voyez déjà que la représentation, il y a de l'ombre, il y a un jeu d'ombre là-dedans qu'on voit très mal dans la
photo en haut, à gauche. Puis à droite, la mise en contexte avec la maquette montre justement dans la rue l'effet de l'ombre. Mais c'est un nombre temporaire. C'était à midi, le 20 août 2016. Puis il y avait un nombre temporaire qui était là, mais qui venait amener une impression de fraîcheur, ce qui n'était pas le cas sur une journée pleine. Si vous voyez en bas à gauche, vous voyez, on a joué avec la donnée un peu. Non. Ouais, on a joué avec l'ombre. Vous le voyez, l'effet de l'ombre? À midi. Puis de la même façon, il y a une trace. Hein? On a réussi à rectifier la donnée sur le toit des bâtiments. Mais vu que c'est une donnée en nuage de points, ce n'était pas une donnée avec des break lines, on n'a pas été capable de mettre une no data. iTrust n'a pas été capable de mettre un no data dans la donnée qui avait été redressée. Ça fait en sorte que dans la rue, il y a une partie du toit qui est encore visible de la donnée thermique. Elle a été redressée au toit. Vous voyez le cadastre, vous pouvez identifier la rue, là, mais il y a une donnée. Fait que quand on fait l'analyse, il faut tenir compte de possibles traces qui ne sont pas représentatives du vrai phénomène. Fait que là, la façon traditionnelle de publier les données, on l'a fait avec Bastien Fontaine. On a quelques exemplaires. Si vous voulez le voir, tantôt, Bastien pourrait vous les montrer au kiosque. Ville-Marie, on a mis nos notes par rapport aux limitations. On a mis notre précision. On a fait ça selon les rigueurs de notre profession. Puis on publie en PDF, puis en données géotiques. Mais vous voyez, là, les données rouges, là, la plupart se retrouvent sur des toits. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué à ce type de représentation-là ne peut pas faire la déduction c'est un toit qui est en rouge. Oh, j'ai sauté une image. Dommage. Gignac, on ne verra pas ta carte 3D. Fait que suite à ça, là, la donnée, là, on a produit d'autres choses que la température de surface. Vous en avez un exemple ici, les matériaux de surface, François a parlé. Fait que François, il cherche à se servir de l'IPS spectral ou qui peut avoir beaucoup de spécifications par rapport au type de matériaux, asphalte, végétation. Puis on recherche en même temps, là, les demandeurs villes, ce qu'ils veulent en premier, c'est les zones perméables et imperméables. Puis on a des données multispectrales de haute résolution qu'on peut se servir pour cette problématique-là. Tandis que les données hyperspectrales sont beaucoup plus, qui permettent une meilleure identification des surfaces, mais ils ont une résolution beaucoup plus grande. Puis, ce n'est pas des données qu'on va prendre d'une façon régulière, tandis que les données de la CMM, ils sont reprises d'une façon régulière. J'essaye de faire en sorte que son projet, il puisse me donner des matériaux assez bien identifiés à une époque, 2016, mais qu'on puisse s'en servir aussi pour valider ce qu'on fait sur les surfaces perméables et imperméables. De la même façon, on travaille les toits blancs. Le même principe. Il fait des traitements. On peut faire des traitements sur la donnée quasi à ce moment-là, sortir les toits blancs. Vous voyez, on peut distinguer le gravier blanc de d'autres types de toits blancs avec des surfaces plastiques. Puis, avec les données de la CMM multispectrale, on est capable aussi de faire à certaines précisions, certains degrés de réussite, les mêmes toits blancs. Fait qu'on essaie de raffiner la méthode avec une donnée beaucoup plus généraliste à partir de la donnée qui fait d'une façon très détaillée à l'université avec ses étudiants gradués. Donc, on a couvert ici aujourd'hui là seulement une partie de nos traitements, de nos cartographies, îlot, chaleur, fraîcheur, puis propriété. Les plans que je vous ai montrés tantôt là, c'est une façon de documenter la donnée, mais on est rendu à la diffuser en géotif puis dans des systèmes. Plus personne à la ville, là, lorsque je leur offre la donnée, me disent « Envoie-moi le fichier de données ». C'est comme l'orthophoto. Avant, les gens me disaient « Envoie-moi un CD d'orthophoto ». On faisait une entente, on envoyait les orthophotos. Ils les mettaient sur leurs postes individuels. Maintenant, les gens ne veulent plus ça. Ils veulent consommer la donnée par service web ou d'autres types d'outils. Donc, la donnée, là, elle prend une richesse de publication par réseau beaucoup plus efficace. Dans notre cas, on a associé ça avec les limites cadastrales
pour que chacun des lots, les gens puissent questionner le pixel. Vous voyez, le pixel est indiqué, 60 degrés sur le toit. La température moyenne du lot, la température du toit. Fait qu'ils puissent faire une analyse convenable de ce qu'on appelle peut-être les îlots de chaleur, mais d'une façon locale, sur une propriété, d'une façon d'un quadrilatère, dans un arrondissement. Fait que les données sont bien mises en valeur, bien structurées, avec l'information sur le produit. Moi, là, c'est une exigence. Lorsque je produis de la donnée, je veux que les gens soient informés sur la qualité. Ce genre de fiche-là. Fait que ça répète, ça indique pas mal ce que je vous dis depuis tantôt, les limitations, les précisions, qui a produit la donnée, qui a supervisé la donnée, sous quelle forme ça a été mis. Puis ça, c'est sous la forme, tant qu'à moi, de 2018. Bon, je rêverais de faire ça pour la ville au complet, mais les outils en ce moment ne sont pas assez performants pour soutenir ça. De toute façon, nous, dans la ville, on travaille beaucoup par projet. Hein, des projets d'urbanisme, des projets de consultation. Puis là, c'est un projet que je fais dans la place, pour le quartier des spectacles avec l'arrondissement Ville-Marie, dans la place du festival. Fait que vous voyez notre maquette 3D, cité GML. Chacun des bâtiments est isolé. Chacun des bâtiments peut recevoir de l'information. C'est une norme qu'on applique depuis des années. On est reconnu à l'international par rapport à la qualité de ces données-là. Très peu de gens en font usage. Puis moi, j'avais idée que ce projet-là viendrait en montrer un usage, que ça soit utile aux gens qui font de l'analyse en milieu urbain hautement densifié. C'est devenu, ça vient quoi? C'est un SIG 3D des propriétés physiques. Le système est dans la donnée. Moi, je suis pas un gars de TI, fait que moi, le système, là, c'est pas un logiciel d'une firme ou bien d'un autre. Pour moi, le système, c'est la donnée. La structuration de la donnée. Ça, c'est le haut commandement de la police à Montréal. Avec les arbres. Aimez-vous notre modèle Gignac? Il est mis en valeur avec l'éclairage, c'est beau, hein? On va continuer à le travailler. Fait que c'est le haut commandement de la police, place des festivals. Puis c'est un environnement urbain. Fait que là, vous connaissez là, les endroits qui font des spectacles que je me rends pas parce qu'il y a trop de monde. Toit blanc. Il y a un parc urbain. Il y a un toit qui est en train de devenir vert. Quelques mois plus tard, il était un toit vert avec une membrane blanche. Puis il y a un coin des rues avec là, un jeu d'ombrage qui est peut-être partiel. Là, on a demandé à François, puis à ses étudiants, puis à Bastien, puis à Yanni, let's go, produisez-moi de la donnée thématique. Puis là, je suis bon là-dedans. Je suis pas pire là-dedans pour pousser les résultats. Mais ça, c'est une belle représentation. Tu vas voir. Ça, vous l'avez vu. Température de surface, la précision, la légende. Le toit blanc, l'effet du toit blanc dans le jour, là. Hein? T'as-tu vu la référence? Ça reste rouge. L'effet des arbres dans le milieu urbain, dans les parcs, on le voit très bien. On est à l'échelle urbaine, là. Le toit vert, là-bas, là, qui est en reconversion toit vert, là, avec la membrane blanche, il est plus frais. Puis après ça, le coin de rue, avec l'ombrage partiel au coin des rues. Ça, c'est le jour. À midi, la nuit, 3 heures du matin, regardez l'effet des arbres encore présent. Le gris, là, c'est plus frais que le bleu. Le toit blanc, hein? Puis dans les rues, la chaleur, tous les toits, là, la chaleur a monté. Ils appellent ça l'effet du ciel, le dégagement du ciel. Là. Nos arbres sont toujours aussi beaux. L'albédo. Garde le toit blanc. Hein, le toit blanc. L'effet aussi des arbres par rapport à l'albédo. L'image en dessous des arbres, finalement, elle devrait se retrouver sur le volume de l'arbre. Ça, c'est la prochaine conférence. On va réussir à faire ça. Dans la rue, regardez le jeu d'ombre au coin des rues. Là. Le jeu d'ombre sur l'albédo. Puis le toit, presque vert, dans le coin. Ah oui, j'avais mis des flèches. L'inertie thermique. Hein? Toit blanc. Regarde les arbres. Tu sais, Bastien me disait, hey, l'inertie thermique sur les arbres. Ils dégagent la chaleur la nuit. Bon, on en a la preuve au pied des arbres dans le parc urbain. Au coin des rues, là, à l'intersection des rues, là, grande énergie thermique. Grande énergie thermique. Puis le jeu d'ombre vient atténuer un peu l'énergie thermique dans les rues. C'est-tu assez beau en 3D? Puis là, c'est quoi un système d'information? Cité GML LOD2, c'est ça.
On peut couper le territoire, la MNT, avec ce qu'on appelle chez nous l'actif de la voirie, chaussée, trottoir, intersection. C'est une donnée qui est même sur le portail des données ouvertes en ce moment. Fait qu'on vient, on peut documenter cette surface-là avec de l'information descriptive. Ça, c'est le lot. C'est pas la façade du bâtiment, c'est le lot sous le bâtiment. Fait qu'on se sert, les arpenteurs géomètres, on appelle ça le cadastre, les limites de propriété, pour après ça faire des études lot par lot. Puis le toit des bâtiments. Chacun des bâtiments à la ville, là, par le modèle 3D, puis même en 2D, on a les polygones fermés de chacun des bâtiments. Dans ce cas-là, vous voyez, il peut avoir une influence très différente entre le toit puis le terrain, dépendamment du moment de la journée, de l'endroit. C'est quoi un système d'information géographique 3D? Bien, c'est une représentation 3D, on le voit bien. Puis le milieu urbain de Montréal, le centre-ville, bien, ça participe à... C'est un défi important à ces endroits-là. On travaille dans des secteurs limités où on va les multiplier, les imageries pour des fins d'analyse. Puis là, ben, le CITEGML, là, c'est par les toits, par les surfaces. C'est déjà tout structuré. C'est une donnée, c'est une norme internationale ouverte. Fait qu'on a une norme ouverte, des données ouvertes. Il manque des outils ouverts. Fait que là, on va prendre des questions si vous n'êtes pas trop tanné. Puis autrement, on a, si ça fonctionne, un effet Gignac. Oui, on essaie de mettre de la musique, on n'en a pas mis encore. Maquette 3D, là, on fait ça depuis quelques années déjà. Ça, c'est notre Centre Bell, cette année, plein de victoires. Fait que c'est une donnée faite par photogrammétrie avec des niveaux de détail sur les toits. Le reste, c'est extrapolé vers le ciel. Puis les mêmes données qui servent à faire la restitution sont superposées aux surfaces des objets. Chaque bâtiment est isolé, coupé, puis elle peut y mettre de la donnée. Fait que voici l'effet surprise. Les îlots de chaleur vus du ciel sur les surfaces des toits, puis au sol. Qu'est-ce qui manque comme bâtiment? Le reconnaissez-vous? La maison symphonique? On le fait depuis ce temps-là. Donc, ça vient terminer où on en est rendu en ce moment dans ce projet-là qu'on fait moi et François depuis des années. Merci. Merci de cette belle présentation, oui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, bonjour. Merci de votre présentation. Vous avez certainement eu une phase de validation des îlots de chaleur identifiés. Est-ce que vous avez un pourcentage à nous dire par rapport à ça? C'est des températures de surface. Hein? C'est des températures de surface. Le concept d'îlot de chaleur, François vous en a parlé tantôt. Il parlait d'îlot de chaleur de surface, îlot de chaleur de canopée, hein? L'air ou la surface. Puis on a mis 30 contrôles thermiques sur différents territoires, des endroits, surface homogène. Puis on a comparé, même sur les toits des bâtiments, puis on a comparé avec ces données-là. Ça nous a servi là, de venir valider. Puis c'est là qu'on a vu que ça prenait des corrections atmosphériques le jour, surtout en milieu urbain. Puis on a fait ça, là, François a travaillé les algorithmes parce que c'était un travail titanesque, hein, tout le nombre de pixels qu'il y avait à traiter, 32 bandes, les pixels d'1 mètre, 2 mètres. Puis c'est là qu'on a pu, après ça, être confortable pour publier. Fait qu'il y avait beaucoup de contrôle sur le positionnement, mais aussi sur les valeurs thermiques avec le e-button. Puis on avait mis, il a parlé, François, des capteurs Hobo pour l'air. Donc, on est à l'aise avec les résultats qu'on a à la précision que je vous ai montrée. D'autres questions? Monsieur l'ingénieur forestier. Oui, bonjour. Sylvain Jutraub, professeur en hydrologie forestière à l'Université Laval. Vous avez ouvert l'idée, vous n'en avez pas parlé, puis c'est correct, ce que vous avez présenté était déjà foisonnant d'informations, mais le dossier du ruissellement des eaux de surface.
et du sous-sol, parce que vous avez parlé aussi que ça faisait partie du 3D qui voulait être mis en place. Comment c'est... En fait, je m'imagine que c'est possible, mais quelle étendue de l'effort va falloir faire pour être capable d'avoir un réseau d'aqueducs, d'égouts cohérent, qui coule dans le bon sens, qui est connecté, qui va du point A jusqu'au point B et qui fait en sorte qu'on est capable de tout prévoir ça en milieu urbain, aussi densifié que Montréal. Ça me semble être un enjeu titanesque, où la recherche en est rendue à ce niveau-là, d'ailleurs. Quand je vais prendre ma retraite, mais quand ça va être fini. Mais ça en fait rire certains, mais il y en a qui me connaissent et disent c'est vrai, c'est ça. Fait que ça va, on a tout fait ça. On a tout commencé. Ruissellement, on a fait un peu comme toi, pixelisé avec le flux. Puis on était en milieu urbain, là, on avait du 15 à 20 cm. Fait que tu sais, les bordures de trottoir là, causaient problème. Puis il manque les matériaux de surface, hein? Perméable, imperméable, ça vient, on est rendu là. Amener ça à des ingénieurs hydrologues ou puis qui nous fassent un bon ruissellement en fonction des données urbaines qu'on a. Fait que ça, on l'avait déjà adressé. Puis j'attendais les matériaux de surface pour y retourner. Puis le 3D souterrain, moi puis Simon Vidal est là, Simon. Il est là, le grand barbu en arrière, là. On en fait depuis 2006. Puis on est parmi les meilleurs à en faire dans une précision centimétrique. On a fait beaucoup de tunnels, puis souvent en cachette parce que les gens ne veulent pas que ça soit vu. Hein? Parce qu'un terroriste en Europe ou ailleurs pourrait voir ça, venir mettre une bombe, puis faire éclater le tunnel. Fait qu'on le fait, mais en petites portions, cachées, pas structurées, pas organisées. D'où l'idée d'Observatoire spatial urbain de Montréal. Il va peut-être une partie qui va être sécurisée, mais on sait comment faire, puis on aimerait bien y retourner. Fait que là, c'est pour le ruissellement. Les autres, je vous ai répondu. Mais tout ça, ça ne dépend pas de ma volonté, seulement à moi. Puis je vais vous passer la suite de la réponse à lui qui peut répondre là-dessus, M. Lévesque. Alors bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, Luc Lévesque, chef de la division géomatique. Je travaille avec Richard depuis plusieurs années aussi. On est des collaborateurs. J'ai ça dire ça que je suis un boss. Mais pour répondre à votre question, effectivement, on a cette année eu des offres de subventions du fédéral. Et en catastrophe, on a dû, si vous voulez, prévoir un projet. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il fallait que la Ville investisse 60% pour que le fédéral investisse 40%. Donc, on n'était pas prêt. L'idée de l'Observatoire est venue de là. Donc, il faut comme monter un projet on va aller porter, on va aller voir nos élus avec ça, pour que si l'Observatoire fonctionne, qu'on puisse aller de l'avant pour le créer, le modèle 3D, des aqueducs, des égouts, de ce qu'il y a en souterrain, autant à Montréal souterrain que le réseau d'égouts et d'aqueducs, que ce qu'il y a en surface. Ce qu'il y a en surface, c'est bien commencé. Maintenant, l'Observatoire, ça se ferait pas juste à la Ville de Montréal, ça va prendre des collaborateurs, des universités, ça va prendre peut-être des compagnies, on verra de quelle façon on va le monter, mais c'est le projet qui est en cours, c'est de créer un observatoire qui va nous permettre justement d'aller vers le 3D, mais c'est pour ça qu'il faut convaincre nos élus, il faut se faire financer et après ça, donner des mandats pour aller chercher la donnée. On ne fera pas tout ça nous autres à la Ville, on n'a pas le personnel de faire ça. Par contre, on a l'expertise pour l'orienter, on a l'expertise pour le piloter et dans le privé, je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour nous donner un bon coup de main là-dessus. Donc, pour répondre à votre question, on a des petits territoires où on a effectivement les réseaux d'aqueducs et égouts en 3D, mais ce n'est pas systématique. Alors, on n'est pas encore prêt pour ça. Lorsque des projets particuliers, on va le faire, on le numérise à l'interne, mais le faire systématiquement pour l'ensemble de l'île, parce que c'est pas juste la ville, c'est l'île au complet. On n'est pas tout à fait prêt à ça. Ça va prendre un financement là, un petit peu plus majeur pour pouvoir y arriver. Mais je pense que c'est sur les tablettes. Faut faire des bancs d'essai pour évaluer un tel projet.
Donc, on va commencer par ça, faire des bancs d'essai. Par la suite, on pourra voir. Ça va prendre probablement quelques années avant d'y arriver, parce que c'est toujours long. Mais, oui, c'est ça. Mais moi, je vais être parti sur un bout. Donc, tu as un plan. François, tu vas l'avoir sur le dos encore longtemps. Oui. Bon. Pour ceux qui ne le savent pas, je prends ma retraite cette année. Donc, c'est ça. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça va. Puis là, tu me prends par surprise encore, là, je te donne un avis disciplinaire. T'as pas le droit. Hein? T'as pas le droit. Puis pour le reste, c'est la personne à côté de toi qui va pouvoir faire la suite des choses. D'autres questions? Oui, le ruissellement, entre autres, ça avait été demandé par le service de l'eau. Lorsqu'il y avait des pluies abondantes, là, il y avait de l'eau qui rentrait dans des bâtiments. Hein. Entre autres, les entrées en contrepente. Fait qu'on avait réussi à faire de la cartographie avec Simon Vidal, là, des cuvettes, d'identifier ça. Puis là, il essayait les gens de l'unité de l'eau de lier ça avec des événements. Mais c'est drôle, leur événement est en fonction des numéros civiques. Hein? Donc, il n'était pas aux endroits où que l'eau avait pénétré dans les propriétés, mais sur le cadastre ou la propriété. Puis il nous disait qu'on ne scorait pas bien, mais finalement, c'est l'ordre donné de localisation d'événements qui n'était pas bien localisé. Fait que c'est ça, on a fait ça pendant 1 an. Ce type d'analyse-là, un peu comme tu l'as fait, là. On a pesé tous les boutons, tous les logiciels qui existaient, puis là, on a réussi à faire des choses potables. Bonjour Richard, bonjour Luc. En fait, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez la vision, là, je comprends que vous l'avez fait pour un quartier, est-ce que vous avez la vision de transposer ça dans les règlements d'urbanisme, dans le plan d'urbanisme de la municipalité pour son application future au niveau de l'urbanisme, pour prendre l'aide à la décision, pour prendre des orientations en matière d'îlots de chaleur, etc. Là. Est-ce qu'il y a une vision là, à long terme là, à ce niveau-là? On a commencé, ces gens-là, là, en partie, on a fait ça à leur demande. Puis en partie, ils financent les calculs, les cartographies qu'on fait. Puis ils ont vu en partie déjà les résultats. Puis ils sont justement en réflexion comment traduire ça dans la réglementation d'urbanisme, puis tout ça. Fait qu'on on est rendu à les alimenter, puis eux, ils commencent à avoir des discussions relativement à ça. Ça a l'air qu'on a un bon timing par rapport à ce qu'ils sont en train de remettre en positionnement là, de réglementation. Je crois bien qu'ils ont la vision. 4 services nous ont demandé, ils ont aidé à financer au niveau des îlots de chaleur, l'environnement, service de l'eau, l'urbanisme et la direction des infrastructures. Sécurité civile aussi. Donc, ces gens-là ont un intérêt à améliorer le sort des citoyens. Est-ce que ça va se traduire par de la réglementation? Est-ce que ça va se traduire par... On ne sait pas. Mais je pense que ça prend des données de base pour prendre des décisions et je pense qu'ils les ont présentement ou ils vont les avoir pour en prendre des décisions. François disait au début du projet, ben là, il faut aider les villes à améliorer leur réglementation pour diminuer les îlots de chaleur. Mais pour ce faire, un toit blanc, on a vu tantôt, un toit blanc, ça diminue de combien l'effet des îlots de chaleur? Ben, il fallait le tester. C'était un peu l'argumentation qu'il nous disait à l'époque. Et c'est la même chose pour n'importe quel moyen de mitigation qu'on pense, la canopée. On sait quand on passe sous un arbre qui fait très chaud, hein, ça fait du bien, mais de combien de degrés? Puis, donc, c'est tout ça qui nous amène, qui nous a amené, si vous voulez, à faire ces travaux-là. Maintenant, on est rendu justement à la réglementation. Nous, au niveau de la réglementation, pour le volet 3D, on a mis en place maintenant dans les appels d'offres la localisation en 3D des nouvelles infrastructures. Donc, ça aussi, ça va aider, si vous voulez, à connaître ce qu'il y a en tréfonds, mais tridimensionnellement par là. On a commencé en 2017. Moi, j'encourage les villes à le faire, à l'introduire dans leur réglementation, dans leur appel d'offres, pour pouvoir avoir de l'information. Souvent, on a des mandats qui se font en ce moment. Les gens, ils ne sont pas contents. Il y a beaucoup de travaux à Montréal. Mais on arrive à ces travaux-là, on dit, OK, on a telle infrastructure dans le sol et ils ne sont pas à bonne place. Mais si on veut éviter ça, puis avec la localisation des infrastructures, en tout cas pour le futur, ça va donner une meilleure intégrité de ces données-là. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais on est rendu à ce que tu parles là.